Est-ce que je peux savoir s'il y en a parmi vous qui n'ont jamais entendu, ne fût-ce que le nom, de principe d'incertitude de Heisenberg? Bon, manifestement, tout le monde a entendu parler du principe d'incertitude de Heisenberg. Et c'est donc ce dont je vais vous parler, à ceci près que c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Ce n'est pas un principe, et ça ne parle pas d'incertitude. En fait, une meilleure dénomination, mais qui est moins sexy, ça serait de parler des inégalités spectrales de Heisenberg. Mais évidemment, c'est moins tentant pour en extrapoler un certain nombre de problèmes. Alors, je vais commencer par vous rappeler un certain nombre d'énoncés habituels que l'on trouve un peu partout dans, hélas, la plupart des livres de vulgarisation ou des articles de journalistes, des articles de revue qui vous parlent de physique quantique. Donc une sorte de vulgate de la physique quantique dans laquelle vous trouvez des énoncés du genre suivant, le principe d'incertitude, etc. est l'un des plus importants énoncés de la physique moderne. Il existe une limite fondamentale à la précision avec laquelle il est possible de connaître, notez bien le mot connaître, de connaître simultanément deux propriétés physiques d'une même particule, par exemple sa vitesse et sa position. Une autre formulation qui renvoie à une problématique légèrement différente est la suivante. Quand vous mesurez un système, la mesure perturbe le système et de ce fait, la mesure simultanée de deux grandeurs conjuguées est assujettie à une limite inférieure pour l'erreur commise lors de cette mesure. Les inégalités de Heisenberg précisent cette limite inférieure liée aux incertitudes des mesures simultanées de certaines grandeurs physiques. Alors, je vais avoir l'occasion de vous dire pourquoi, à mon avis, ces énoncés sont problématiques, ne devraient pas persister, mais auparavant, je vais vous livrer un petit florilège des différentes exégèses que vous pouvez trouver sur ce principe. Il y en a des dizaines que je me suis efforcé de collecter et que je vais vous épargner. Je vais juste vous donner un tout petit choix. Alors, par exemple, Heisenberg nous montre que la nature aborde par-dessus tout la précision et la certitude. L'image de l'univers offerte par la physique nouvelle laisse plus de place que ne le faisait la vieille image mécaniste à la vie et à la conscience. Ce n'est pas n'importe qui écrit ça, c'est James Jeans, qui est un des plus grands astrophysiciens de la première moitié du XXe siècle. Et vous voyez déjà la façon dont est sollicité un résultat qui est un résultat proposé par la physique quantique à des fins véritablement métaphysiques, la vie et la conscience. C'est une affirmation brutale qui n'est guère étayée d'ailleurs. Deuxième exemple, alors d'une toute autre nature, dans Le Monde en 2000, celui-là il a le mérite d'être humoristique volontairement, on pourrait invoquer le principe d'incertitude qui empêcherait de connaître simultanément la vitesse et la position du président de la République, Jacques Chirac, ou la politique quantique. Bien, alors, ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez trouver aujourd'hui, vous n'avez qu'à taper principe d'incertitude sur votre moteur de recherche préféré et vous verrez déferler des citations du genre suivant. Le principe d'incertitude est un point de départ essentiel pour mieux comprendre les sciences sociales, tiens donc, et ce domaine de la psychologie qui nous en apprend un peu plus sur notre réalité complexe. Autre exemple, le principe d'indétermination de Heisenberg s'applique ainsi à la mesure de la satisfaction des collaborateurs où l'outil de mesure influe toujours sur la grandeur à mesurer. C'est vrai dans l'infiniment petit ainsi que dans les questions posées dans les sondages d'opinion ou de satisfaction client. C'est l'extrait d'un livre qui s'appelle « Le management quantique ». On peut aussi trouver des applications prétendues du principe dans le domaine esthétique. Par exemple, un artiste écrit « Je cherche des artistes qui, forts de la connaissance du principe de Heisenberg, par exemple, se disent « Je ne peux pas ne pas faire un art qui en tienne compte, quel que soit le résultat ». Et le dit artiste propose lui-même
des œuvres du genre suivant qui portent en titre le principe de Heisenberg de l'incertitude onde-particule. C'est une œuvre qui relève du genre op art et dont, en tout cas personnellement, je ne vois guère le rapport avec la physique quantique ni avec les ondes et les particules. La littérature elle-même a abondamment usé au moins du titre « Le principe d'incertitude de Heisenberg ». Voici quelques ouvrages de ce genre-là. Vous voyez que ça ne manque pas, et encore une fois, ma liste est loin d'être complète. Alors il est à noter que dans presque tous, il s'agit d'utilisation purement métaphorique du principe d'incertitude et que la physique quantique n'y joue pratiquement aucun rôle. On joue essentiellement sur le terme l'incertitude, et là, par principe, on ne peut rien savoir, il faut se débrouiller avec. À l'exception peut-être du tout dernier, le livre de Jérôme Ferrari, qui s'appelle Le Principe. Pas besoin d'ajouter de Heisenberg, puisqu'il figure en image sur la couverture, et qui est un livre tout à fait intéressant, que je vous recommande d'ailleurs, une espèce de biographie romanesque, sinon romancée, de Heisenberg lui-même. Et ça, c'est un livre qui vaut vraiment la peine d'être lu. Alors, j'en profite, puisque je parle de Heisenberg lui-même, pour vous donner quelques indications sur le personnage, qui est loin d'être dépourvu d'intérêt. Voici une photo des années 30. Heisenberg a énoncé son principe, il n'avait pas encore, ce qu'il a appelé, lui, le principe, il n'avait pas encore 30 ans, il a eu le prix Nobel à 32 ans, donc c'était un jeune physicien extrêmement brillant, que vous voyez là devant un tableau. Sa notoriété se lit, si vous regardez sa biographie, très rapidement. Donc il naît en 1901, il y a exactement 120 ans, en Bavière, dans une famille d'enseignants cultivés. Sa jeunesse au lycée, ou l'équivalent allemand du lycée, le gymnasium, est studieuse, il fait de très bonnes études, fait beaucoup de sport aussi, il restera sportif tout au long de sa vie. En 1918, vous verrez que ça n'est pas totalement anecdotique, il se trouve qu'il participe comme volontaire à la répression militaire violente de la République des Conseils de Bavière. On est un an après la révolution soviétique et vous savez que des révolutions filles, si j'ose dire, éclatent un peu partout en Europe, seront en général noyées d'ailleurs dans le sang, ce qui est le cas en Bavière, et le jeune Heisenberg, alors on pourrait dire c'est un engouement de jeunesse, etc. Vous verrez que la réalité est plus profonde que cela. À partir de 1920, il est toujours très jeune, il fait de très brillantes études de physique à Munich, il passe son doctorat, et dans les années 24 à 32, des années incroyablement fécondes, il va être l'un des véritables fondateurs de la théorie quantique, aux côtés du père fondateur, ou du grand-père fondateur, pourrait-on dire, qui est Niels Bohr, et d'autres personnages comme Pascual Jordan ou Max Born. Et donc, il y a toute cette école danoise, Niels Bohr, et allemande, qui met en place l'un des piliers de la théorie quantique moderne. Un autre pilier sera plutôt d'origine anglaise avec Dirac, et puis les deux piliers finiront par soutenir une structure commune. Toujours très jeune, en 1927, il est professeur à Leipzig, et c'est là qu'il propose son fameux principe dans un article désormais extrêmement célèbre. Il a le prix Nobel en 1933, en 32 ans, ce qui à l'époque se faisait, mais n'est plus guère le cas aujourd'hui, où la plupart des prix Nobel sont attribués à des gens nettement plus âgés, et souvent, sauf exception, assez longtemps après la découverte qui leur vaut ce prix. En 1933-1935, il passe à une recherche en physique plus concrète. Il s'occupe de physique nucléaire essentiellement. Il est l'un des premiers à proposer des modèles du noyau atomique qui permettent d'en comprendre un certain nombre de propriétés essentielles. Donc ce sont des contributions qui sont extrêmement importantes. Et il se trouve, évidemment, il est en Allemagne. Donc on est sous le Troisième Reich.
Et en 1936-1939, le Troisième Reich, qui depuis 1933 s'est implanté extrêmement, de façon intense partout dans l'Allemagne, commence à se livrer à une véritable chasse aux sorcières dans tous les domaines intellectuels, artistiques et même scientifiques. Et un certain nombre d'éléments de la physique moderne de cette époque, à savoir la théorie de la relativité et la théorie quantique, sont accusés par les turiféraires du régime nazi d'être de la physique juive contraire à l'intuition populaire qui est la seule base raisonnable sur laquelle on peut construire la science. Ce sont des physiciens et non des moindres qui participent à cette campagne. Il ne faut pas croire qu'elle est le fait de seuls idéologues farfelus. Des gens comme Stark ou Lennart, qui sont de très très bons physiciens expérimentateurs, sont de fervents nazis et participent à cette campagne. Heisenberg, en tant que cofondateur de la théorie quantique, est inquiété, il n'est pas juif, et il se trouve que, circonstances familiales contingentes, sa mère est assez proche de la famille de Himmler, peut remonter jusqu'à Himmler qui va dire non, pas touche, n'inquiétez pas Heisenberg. Il sera donc délivré de tout soupçon, mais à condition de s'engager en particulier à ne plus jamais mentionner le nom d'Einstein. Il n'est pas le seul d'ailleurs. C'est très intéressant de lire un grand ouvrage de vulgarisation de la physique moderne dû à Max Planck. Max Planck qui est lui aussi un des grands-pères fondateurs de la théorie quantique, écrit dans les années 36-37 à peu près, et dans lequel, bien qu'il y parle abondamment et de physique quantique et de relativité, vous ne trouverez jamais le nom d'Einstein. Ce qui est très curieux. Ce qui est encore plus curieux d'ailleurs, c'est que ce livre a été traduit en français pendant la Seconde Guerre mondiale, et que la traduction française, évidemment, suit la version allemande, mais que ce livre a ensuite été réédité encore pendant une vingtaine, sinon une trentaine d'années, sans être jamais corrigé. La version moderne, heureusement, a corrigé ce phénomène. En 1939, il décide de rester en Allemagne, ce qui est un geste tout sauf innocent, étant donné qu'un grand nombre, pas tous, loin de là, mais beaucoup de ses collègues fuient l'Allemagne nazie, soit qu'ils soient pourchassés en raison de l'antisémitisme ambiant, soit pour des raisons politiques, un nombre d'entre eux sont d'extrême gauche, communistes ou pas, soit simplement parce qu'ils ne supportent pas le carcan de fer qui s'est abattu sur l'ensemble du monde académique allemand. Heisenberg décide de rester en Allemagne, d'y poursuivre ses recherches, et du coup, évidemment, comme beaucoup des personnages les plus brillants de la physique allemande, qui, j'y insiste, jusqu'à peu près à cette époque-là, jusqu'au milieu des années 30, est la physique dominante du point de vue de la physique moderne en Europe, c'est-à-dire dans le monde. La physique américaine ne rejoindra son niveau de grandeur qu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc Heisenberg décide de rester en Allemagne et évidemment ça lui vaut une reconnaissance du régime. On lui confie un certain nombre de tâches institutionnelles. En 1941, il y a un épisode extrêmement intéressant. Alors, entre 1900... Pardon, je vais trop vite. Bon, plus l'air de marcher, c'est pas grave. Si. Vous voyez un peu ? Non, c'est pas grave. Entre 1939 et 1941, s'est passé un phénomène absolument essentiel. C'est fin 1939, la découverte de la fission nucléaire. Autrement dit, la découverte qu'un noyau atomique peut être brisé par certains chocs et que ce faisant, il libère une partie de son énergie. On savait depuis au moins une quinzaine, sinon une vingtaine d'années, qu'il y a des ressources énergétiques gigantesques à l'intérieur des noyaux atomiques, mais à l'échelle d'un noyau individuel, ces échelles sont considérables, elles sont minimes par rapport au monde macroscopique dans lequel nous vivons. Et parmi les meilleurs physiciens de l'époque, en particulier Rutherford, qui est le fondateur de la physique nucléaire, personne ne pensait qu'il fût un jour possible de libérer
ces ressources énergétiques au cœur des noyaux. Rutherford écrit en 1935, 4 ans avant la découverte de la fusion, que quiconque rêve d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pratiques est un doux rêveur. 4 ans après, on trouve ce phénomène de fusion nucléaire qui va permettre des réactions en chaîne. Vous cassez, par exemple en envoyant un neutron, vous cassez un noyau. Ce noyau se désintègre en 2 parties en émettant 2 ou 3 autres neutrons, lesquels à leur tour peuvent... Donc vous avez un effet de boule de neige qui amplifie à une échelle éventuellement macroscopique le phénomène initial qui était micro et même nanoscopique. Donc ça se passe en 1939. Et en 1939, la plupart des physiciens qui s'occupent de physique nucléaire comprennent très vite que la fusion, qui a été découverte en Allemagne au départ, très vite confirmée par les chercheurs français, Joliot-Curie et toute son équipe, les chercheurs anglais, Chadwick, Rutherford, etc. Donc très vite confirmé, ça devient de notoriété publique. Tout le monde sait qu'il y a là la possibilité, disons la plausibilité en tout cas, de libération d'énergie à grande échelle, en particulier pour des usages militaires. Et chacun de son côté y pense. Joliot-Curie lui-même, en 1939, dépose des brevets visant à l'utilisation éventuellement militaire de la fusion nucléaire. Et tout le monde fait la même chose. Alors, la guerre éclate en 1939. La plupart des grands physiciens européens de la physique nucléaire sont partis aux États-Unis, ont émigré, sauf les Anglais qui restent dans l'Angleterre qui n'est pas occupée, évidemment, heureusement, et quelques Français, dont Joliot-Curie qui reste en France, et chacun de se préoccuper de ce qui se passerait si le Troisième Reich, avec sa qualité, la grande qualité de ses physiciens, nucléaires en particulier, se mettait à tenter de fabriquer effectivement des armes nucléaires. Alors évidemment, on est en temps de guerre, donc tout ça se passe de façon secrète. Les physiciens européens aux États-Unis tentent de convaincre, mais sans succès au départ, les militaires et les politiques de la nécessité d'engager un programme de recherche. Mais au début, on fait la sourde oreille, on dit qu'est-ce que avez-vous quoi? La fusion nucléaire, c'est quoi ce truc-là? Non, mais ça va, des armes, on en a assez, on a des tanks, des avions, des bombes conventionnelles, on n'a pas besoin de vous. En plus, vous ne savez pas comment faire, vous avez une idée de principe, mais on est en guerre, il faut aller vite. Tant et si bien que la chose reste en état quasiment d'animation suspendue. Et en 1941, Heisenberg va rendre visite à son mentor, Niels Bohr, à Copenhague, dans le Danemark, qui est occupé par les nazis. Et là, il y a un épisode véritablement pathétique, tragique, dans la conversation que Bohr et Heisenberg auront ensemble, dont on n'a longtemps pas su grand-chose tant les versions de l'un et de l'autre différaient. On est maintenant à peu près convaincu de ce qui s'est passé. Heisenberg tâte le terrain et essaye de savoir par Bohr ce qui se trame éventuellement du côté des forces alliées, américaines en particulier. Est-ce que vous êtes, vous, en train de préparer un programme d'armement nucléaire? Bohr se méfie beaucoup et reste incroyablement prudent, ne dit pas grand-chose, et Heisenberg retourne en Allemagne sans véritablement de conclusion. Bohr, évidemment, dans le Danemark occupé, a entendu Heisenberg qui lui dit sa ferme... Heisenberg dit sa ferme conviction que l'Allemagne gagnera la guerre et qu'il est fou d'espérer sa défaite et de refuser la coopération. Et Bohr a la nette impression que, sous la direction de Heisenberg, tout était fait en Allemagne pour fabriquer l'arme nucléaire. Alors heureusement, ce n'est pas tout à fait vrai. Et pour ceux que ça intéresse, je vous recommande un petit livre de Nicolas Chevassus au Louis qui s'appelle « Pourquoi Hitler n'a pas eu la bombe atomique ». L'histoire est absolument fascinante, c'est que le Troisième Reich, tout État totalitaire qu'il fut,
c'est beaucoup moins bien organisé en l'occurrence que ne le font les États-Unis. Il y a au moins 3 ou 4 équipes rivales les unes avec les autres qui tentent le coup dans leur coin avec trop peu de moyens, trop peu de relations entre elles, ce qui fait que finalement les efforts allemands échoueront très heureusement, mais Heisenberg est impliqué dans cette affaire-là pendant quasiment toute la guerre. Donc en 1942-1945, il dirige l'un des programmes nucléaires de l'Allemagne nazie, sans succès, faute de moyens, et aussi il se trouve que, et même les grands physiciens, ça leur arrive, il fait des erreurs de calcul, c'est-à-dire qu'il estime que la masse critique qu'il faut rassembler pour qu'une sphère d'uranium soit soumise à la fission nucléaire, il estime qu'elle doit valoir quelques centaines de kilogrammes. Centaines de kilogrammes d'uranium-235, c'est à l'époque infaisable dans un temps relativement proche, et donc c'est une des raisons pour lesquelles les Allemands abandonnent leur projet. En 1945, au moment où l'Allemagne nazie cède, Heisenberg est capturé par les forces alliées et il est enfermé avec plusieurs de ses collègues à Farm Hall en Grande-Bretagne pendant plusieurs mois, dans une condition d'ailleurs tout à fait correcte, je dois dire. Et il apprend avec grande surprise le 6 août, il y a 3 jours, le 6 août 1945, il apprend le bombardement de Hiroshima et toutes les conversations de ces physiciens sont enregistrées et on en dispose de leur transcription aujourd'hui. Et les Allemands sont extraordinairement surpris. Heisenberg, non seulement il est surpris, mais il est extrêmement vexé d'apprendre qu'il s'est trompé dans son calcul et que c'était, au moins sur le plan théorique, c'était possible. Ensuite, après la guerre, il se débrouillera pour prétendre avoir refusé de construire la bombe, on sait aujourd'hui que c'est faux, et ne pas servir Hitler. Il mènera une carrière institutionnelle tout à fait honorable et habituelle, mais il perdra petit à petit le contact avec la physique active et il mourra en 1967. Donc j'ai passé quelques minutes là-dessus parce que c'est une histoire intéressante qui montre qu'on peut être un physicien tout à fait révolutionnaire et en même temps un citoyen parfaitement réactionnaire. Alors, après vous avoir montré la façon dont je mets beaucoup de guillemets de chaque côté, le principe d'incertitude de Heisenberg est narré, relaté dans un certain nombre d'ouvrages, il faut que je vous dise que assez vite, un certain nombre de physiciens, et non des moindres, ont émis des réserves très sérieuses, des critiques profondes sur ce genre d'énoncés, mais qu'ils n'ont pas été écoutés. Voces clementiam in deserto. Par exemple, Paul Langevin, en 1939, 39 justement, tiens, Heisenberg a pu, il y a 12 ans, exprimer cette situation sous la forme de ce qu'il a appelé le principe d'indétermination, je vais revenir sur ce mot-là, en employant une expression que je trouve quelque peu malheureuse en raison des abus d'interprétation auxquels elle a donné lieu. Alors j'en profite pour dire un mot à la louange de Langevin qui a le grand mérite d'être l'un des physiciens qui, dans toutes ces décennies, disons de 1910 à 1930, a le mieux compris la physique moderne. Il n'a pas été un découvreur de la même originalité que l'ont été Einstein ou Niels Bohr, mais je n'hésiterai pas pour ma part à dire qu'il a mieux compris leur découverte qu'eux-mêmes. Et Einstein lui a d'ailleurs rendu un hommage funéraire tout à fait remarquable. Un autre physicien soviétique, lui, en 1955, mais qui avait déjà exprimé des idées du même genre, dit un tel mode d'expression, c'est le principe d'incertitude de Heisenberg, répond à ce point de vue abandonné depuis longtemps, hélas, tel n'était pas le cas, dans lequel position et quantité de mouvements ont en réalité des valeurs déterminées, mais non observables simultanément. C'est de ce point de vue que les relations de Heisenberg ont été interprétées comme des relations
d'incertitude. Mais elles n'ont servi qu'à cacher l'incohérence logique résultant de l'emploi des notions de la mécanique classique en dehors de leur domaine d'application. J'y rajouterai, moi, et résultant aussi de l'emploi des notions de la théorie quantique en dehors de leur domaine d'application. Mais ces voix-là n'ont pas été tellement écoutées. Et pendant très longtemps encore, après, dans les années 60, moi quand j'ai commencé à apprendre la physique quantique dans les années, tout début des années 60, on parlait sans aucun problème des relations d'incertitude de Heisenberg. Dans les ouvrages pédagogiques modernes, on commence à mettre des bémols et la formulation devient un peu plus subtile. Mais on n'est pas encore débarrassé de ces vieilles formulations. Alors, de quoi s'agit-il en fait? Eh bien, commençons par voir une analogie, c'est même plus, une homologie, entre la situation en physique quantique et une situation classique dans la physique du XIXe siècle, qui était déjà fort connue à l'époque. Ce qu'on peut appeler les inégalités spectrales classiques. L'idée est la suivante, je vais prendre le cas des ondes sonores pour l'illustrer. Un son pur, qu'est-ce qu'on appelle un son pur? C'est un son qui a une fréquence bien déterminée. La vibration de votre diapason, par exemple. Mais rares sont les sons purs. Les sons que j'émets en vous parlant ne sont pas des sons purs. Je ne parle pas sur une note donnée. Et même si vous avez un instrument de musique, piano par exemple, et vous appuyez sur une touche, il va vous donner une note, mais il ne vous donnera pas que cette note-là, puisque le piano, comme tous les instruments, a un timbre, c'est-à-dire que la note fondamentale est accompagnée de ces harmoniques successifs. C'est ça qui fait qu'un do sur le piano ne s'entend pas de la même façon qu'un do au violoncelle ou à la clarinette. Donc la plupart des sons, même ceux auxquels on a envie d'attribuer une fréquence donnée, dira c'est telle note de la gamme, ne peuvent pas être caractérisés, ne sont pas caractérisés par une fréquence unique et bien déterminée. En général, un son n'a pas une fréquence bien déterminée, il est caractérisé par un spectre de fréquences. On reprend le mot spectre que Newton avait introduit dans le cadre de la lumière pour montrer que une lumière quelconque, le blanc jaune qui nous vient du soleil, ou d'ailleurs de la plupart des lampes à incandescence modernes, n'est pas caractérisée par une fréquence lumineuse unique, mais par une gamme de fréquences. Alors il y a des cas d'exception, et vous avez tous connu, bien que ce soit en ce moment en voie de disparition, les tunnels éclairés avec des lampes au sodium qui vous donnent une lumière jaune qui est quasiment pure. Et d'ailleurs, dans un tunnel à lampe de sodium, très belle expérience à faire avec vos petits-enfants ou enfants, tout paraît jaune ou brun. Prenez un bleu ou un rouge, dans le tunnel, le rouge, le bleu, le vert disparaissent au profit d'une intensité plus ou moins grande de jaune ou de marronasse. Mais à part quelques sources lumineuses de ce genre-là, les lampes à vapeur de sodium et de nos jours les lasers qui sont fabriqués délibérément pour avoir une fréquence bien déterminée, la plupart des émissions lumineuses ont un spectre de fréquence. Et c'est le cas pour n'importe quelle onde. Je vous rappelle que nous sommes pour l'instant en physique ondulatoire classique. Mais il existe, je ne dis pas pourquoi je dis mais, il existe une corrélation entre la durée d'un signal sonore, je reste dans le cas du son, entre la durée d'un signal sonore et la largeur de son spectre, c'est-à-dire la façon dont les différentes fréquences se répartissent, plus ou moins serrées, ou au contraire de façon étendue. Alors, illustrons ceci par un diagramme. Voici une courbe qui nous donne l'intensité d'un son en fonction du temps, et il faut que par la pensée vous poussiez ce diagramme vers moins l'infini ou plus l'infini. Autrement dit, c'est un son sinusoïdal qui vibre toujours de la même façon sur un temps
infini. À ce moment-là, la fréquence est effectivement bien déterminée. Il a une et une seule fréquence, et donc son spectre en fréquence, c'est-à-dire la gamme des fréquences représentées dans ce signal, comprend un pic unique, c'est sa fréquence. Sitôt que vous altérez la forme de ce signal, et par exemple, c'est ce que je vais vous montrer, en le coupant, en prenant un signal qui garde la même périodicité mais qui ne part pas à l'infini, qui est coincé entre un début et une fin. Ceci, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, si vous analysez son spectre en fréquence, vous allez trouver quelque chose de ce genre-là. Il y a bien une fréquence dominante qui est la même que si le signal avait été infini, mais vous avez tout un spectre, effectivement, qui l'accompagne avec des fréquences de part et d'autre, parce que la contribution des oscillations à ces fréquences secondaires est nécessaire pour atténuer, abolir l'intensité du signal avant son début et après sa fin. Si vous raccourcissez encore le temps d'émission pour avoir un diagramme de ce genre-là, eh bien à ce moment-là, le spectre en fréquence devient encore plus large. Autrement dit, plus votre signal est réduit en temps, plus il est élargi en fréquence. Et de fait, on peut, en appelant delta t, un temps qui est une évaluation de la durée du signal, assez clair si c'est un signal de ce genre-là, delta nu, une évaluation de la largeur du spectre qui comprend l'essentiel des fréquences représentées dans ce spectre, on peut démontrer, toujours en physique parfaitement classique, une inégalité spectrale, comprenez pourquoi elle s'appelle spectrale, parce qu'elle convoque le spectre, qui nous dit que la dispersion en fréquence, delta nu, multipliée par la dispersion, son extension temporelle, sa durée, est plus grande que 1. Alors ce signe un peu bizarre que j'introduis ici, ce plus grand courbé, il est là pour dire plus grand que, mais à une constante près. Si on voulait être vraiment rigoureux, il y aurait un nombre, au lieu de 1, ça pourrait être 1,5, 2 sur pi, racine de 3, mais on s'en moque au niveau où nous travaillons maintenant. Ce qui compte, c'est l'évaluation quantitative en ordre de grandeur, d'où ce type de formulation-là. Et de fait, cette inégalité spectrale classique est valable pour tout phénomène ondulatoire, qu'il s'agisse du son, qu'il s'agisse de la lumière ou de quoi que ce soit d'autre. Alors on peut le dire comme ça, plus un signal est bref, plus son extension en fréquence est grande. Et il y a une illustration empirique très simple de ce phénomène, qui est la suivante. Par temps d'orage, allumez simultanément votre radio, votre télévision. S'il y a un éclair, c'est-à-dire un signal électromagnétique extrêmement bref, vous entendrez un parasite dû à l'onde électromagnétique engendrée par l'éclair, simultanément sur la radio, et vous pourriez même prendre plusieurs radios, en mettre une sur onde courte, une sur grandes ondes, une sur la modulation de fréquence, et sur la télévision. Ce qui veut dire que ce signal comprend toutes les fréquences qui sont détectées par vos appareils, puisque c'est un signal extrêmement bref. À l'opposé, évidemment, du signal que vous détectez, parce que c'est celui qui vous est envoyé, qui s'étale dans le temps, et c'est comme ça que vous pouvez entendre la musique, la parole, etc. Mais ne manquez pas de le faire chez vous, par temps d'orage, c'est vraiment très spectaculaire. On entend un crack à la fois à la télévision, à la radio, alors que l'émission que vous êtes en train d'écouter à la télévision n'a strictement rien à voir avec celle de la radio. Et voilà. Alors maintenant, on peut passer à la théorie quantique. Alors, en théorie quantique, la théorie quantique opère une synthèse des deux piliers de la physique classique. La théorie mécanique d'un côté, celle qui nous dit les trajectoires des particules, etc., et la théorie ondulatoire de l'autre. En théorie quantique, elles sont unifiées en un seul cadre théorique qui permet de généraliser à toutes les grandeurs physiques la notion de spectre. Une grandeur physique,
quelconque, position, vitesse, énergie, n'a en général pas une valeur numérique unique, mais un ensemble de valeurs, un spectre précisément, ayant une certaine extension que vous pouvez appeler aussi sa dispersion, sa largeur de spectre. Alors un exemple, si vous prenez la formule de Planck, qui est fondatrice de la théorie quantique, c'est une formule qui unifie le concept d'énergie mécanique et le concept de fréquence ondulatoire, par l'intermédiaire d'une constante universelle qui est la constante de Planck. Mais dès lors, l'énergie d'un objet, sauf cas particulier, n'est pas donnée par une valeur numérique unique, mais comme la fréquence par un spectre de valeurs. Si nu a un spectre de valeurs, alors E, l'énergie, doit également en avoir. Et puisque delta nu, delta t est supérieur grosso modo à 1, que E est égal à h nu, alors vous avez un delta E, delta t qui est en ordre de grandeur supérieur à la constante de Planck. Voilà l'inégalité de Heisenberg proprement dite en ce qui concerne le temps. Cette inégalité vous dit qu'un phénomène ayant une durée de vie de l'ordre d'un delta t fini ne peut pas avoir une énergie bien définie, qui doit avoir un spectre énergétique avec une certaine largeur. Inversement, un phénomène qui a une énergie bien définie peut être un phénomène stationnaire qui dure de moins l'infini à plus l'infini. Donc plus généralement, en théorie quantique, d'autres couples de grandeur voient leurs extensions spectrales corrélées, leur produit étant supérieur à cette limite spécifiquement quantique. Et par exemple, la position et la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est une grandeur que les physiciens utilisent plutôt que la vitesse, mais c'est la vitesse multipliée par la masse. Vous avez un delta P, delta X qui est du même ordre supérieur à H. C'est l'inégalité, la fameuse inégalité de Heisenberg spatiale. Le point capital, c'est que ces delta, delta X, delta T, delta E, ne sont pas des incertitudes. Ce sont des largeurs, appelez ça comme vous voulez, des largeurs, des extensions spectrales, des dispersions qui sont caractéristiques du phénomène que vous étudiez. Ce ne sont pas des erreurs, des incertitudes qui seraient dues à vos mesures ou à votre incapacité à faire des mesures précises. C'est intrinsèque au phénomène que vous étudiez. Alors, je passe très vite là, parce que sinon j'aurai trop de temps. Pour les phénomènes macroscopiques qui nous entourent, vous pouvez complètement négliger cette affaire-là, parce que les ordres de grandeur, prenez un grain de sable par exemple, qui a une taille, mettons, d'un dixième de millimètre, sa masse 10-5 grammes, une vitesse de 1 mètre par seconde, ce qui est vraiment une banalité, un grain de sable sur la plage qui vole plus ou moins. Sa position n'est pas définie, j'insiste sur le mot, n'est pas définie, n'est pas déterminée à mieux qu'un micromètre près, ne fût-ce que parce que sa forme même n'est pas déterminée à mieux qu'un micromètre. Votre grain de sable, ce n'est pas une sphère parfaite, tout à fait lisse, c'est un truc assez irrégulier. Vous ne pouvez sûrement pas descendre en dessous du micron pour préciser sa forme et donc sa position. Sur la vitesse, c'est pareil. Je dis 1 mètre par seconde. Avec le meilleur des anémomètres, vous ne pourrez pas définir cette vitesse à mieux que, je prends exprès quelque chose d'un peu rude, 1 micromètre par seconde. Alors vous qui faites le calcul en unité du système international, vous trouvez que le produit delta P delta X est très petit, 10-20 dans les unités convenables, ce qui est incroyablement plus grand quand même que la constante de Planck qui vaut 10-34. Vous avez un 10 puissance 14 d'écart, 14 fois 10 multiplié par lui-même. Donc vous voyez que l'inégalité de Heisenberg, elle est complètement noyée par la réalité objective du phénomène. Alors que peut-on en conclure? Premièrement, la notion même d'incertitude, pourquoi il faut essayer de s'en débarrasser? C'est parce que le terme même, on a suffisamment discuté déjà aujourd'hui, dire qu'il y a incertitude, c'est dire que vous êtes incertain. L'incertitude s'applique à la connaissance, c'est-à-dire au sujet qui prend connaissance du monde physique. L'incertitude, par signification même du mot, n'est pas dans les choses objectives, extérieures. Donc il renvoie à la connaissance subjective du physicien,
alors que c'est de la réalité objective, j'y ai insisté, du monde physique qu'il est question dans toute cette affaire-là. Deuxièmement, ce n'est pas la mesure des grandeurs physiques qui provoque des incertitudes en perturbant le système. Ça, on a mis longtemps à s'en convaincre, mais c'est maintenant chose faite. C'est parce que les grandeurs physiques ont d'emblée, dès le départ, en règle générale, un spectre de valeurs qui a une certaine dispersion. Ce n'est pas le fait de les mesurer qui va leur apporter cette dispersion. Il peut la leur apporter, mais elles l'ont de toute façon. Troisième point, les inégalités de Heisenberg n'expriment absolument pas un principe fondamental, la preuve en étant que désormais, et ça c'est dans tous les livres actuels, elles sont démontrées à partir de la structure théorique de la mécanique quantique. Et elles ne constituent nullement, comme c'est dit trop souvent, des limites à notre connaissance, bien au contraire, et ça j'ai pas le temps de l'illustrer, elles vous fournissent des guides heuristiques approximatifs vers une théorisation quantique complète. Donc loin qu'elles nous bloquent dans notre effort de connaissance, elles nous aident au contraire considérablement à intuiter, quand on passe du domaine classique au domaine quantique, ce qui se passe. Donc elles sont extrêmement utiles, ne constituent nullement des obstacles à la connaissance. Et dernièrement, évidemment, toute extrapolation des inégalités de Heisenberg au-delà de leur domaine de validité qui est spécifiquement quantique est suspecte, à moins qu'elle n'assume explicitement sa fonction métaphorique. Alors, d'où vient alors ce terme d'incertitude ? Eh bien, en allemand, Heisenberg utilise deux termes, 1927, Ungenauigkeit und Bestimmtheit, sur les termes de connotation plutôt philosophique, surtout le second. L'allemand moderne dit plutôt Unschärfe, qui renvoie à imprécision. Mais vous voyez que imprécision d'un côté ou inexactitude et indétermination, ce n'est pas du tout la même chose. Dire que quelque chose est indéterminé, ce n'est pas du tout dire qu'il est inexact ou incertain. En anglais, malheureusement, ça a été tout de suite traduit par uncertainty, qui est resté depuis et qui a influencé les autres langues, au point qu'en français, en 1930, on utilise le mot indétermination, qui est nettement mieux choisi, on peut peut-être faire mieux, mais c'est pas si mal. En espagnol, on dit par contre incertitude, et le français en 1950 va se recalquer sur l'anglais et va introduire le mot d'incertitude, très malheureusement. L'italien, par contre, résiste et encore aujourd'hui n'utilise que le mot de indéterminazione. Donc il y a tout un arrière-plan linguistique, philosophique qui serait intéressant d'étudier. Alors, malheureusement, je vais passer sur la suivante. Je dis juste, alors ne lisez pas, vous n'avez pas le temps, mais vous le ferez vous-même. Bravo Wikipédia. Wikipédia, en l'occurrence, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais en l'occurrence, son article sur les inégalités de Heisenberg est extrêmement bien écrit, fait les réserves nécessaires et est tout à fait explicite. Et je trouve que c'est très encourageant de voir ça. Pardon ? Non, ce n'est pas moi du tout qui l'ai fait. Absolument pas. Je n'y ai pas ajouté un mot. Et je termine par une citation que j'aime beaucoup, qui est de Salvador Dali, qui écrit « Le paroxyste enragé que je suis, enragé de précision impérialiste, rien au monde ne me paraît aussi doux, agréable et reposant, et même gracieux que l'ironie transcendantale que suppose le principe d'incertitude de Heisenberg. » Dali s'intéressait beaucoup à la science, et il a une œuvre de Dali, inspirée d'ailleurs de Goya, qui s'appelle « Le principe d'incertitude de Heisenberg ». Je vous remercie.